La série que nous allons voir maintenant porte sur les entrées-sorties. Et avant d'attaquer les exercices qui sont dans cette série, nous allons tout d'abord faire un rappel sur les entrées-sorties et leur utilité. Alors, à quoi servent les entrées-sorties? Premièrement, les entrées-sorties servent à entrer les informations ou bien à sortir les informations du programme. En l'occurrence, c'est in, c'est out. Ces deux fonctions sont présentes dans la bibliothèque UStream, qui est une bibliothèque de base dans C++. Maintenant, nous allons voir l'exercice numéro 1. D'après l'énoncé, on nous demande d'écrire un programme en C++ qui déclare et initialise 4 variables A1, A2, A3 et A4, bien sûr avec leurs propres types, qui sont char, float et double. Autrement dit, on va déclarer et initialiser la variable A1 qui est de type int par une valeur de notre choix. A2 qui est de type char qui est d'une valeur de notre choix. A3 qui est de type float d'une valeur de notre choix, etc. On voit ici la bibliothèque include stdlib. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle on utilise à la fin du programme return exit success. Mais bien sûr, afin d'utiliser cette fonction return, on doit utiliser cette bibliothèque. Et on trouve la bibliothèque de base qui est UStream. Dans cet exercice, on regarde int A1 est égal à 6, c'est-à-dire on déclare A1 comme int et on l'initialise. Même chose, char A2 est égal à at ou bien aeroba. Dans ce cas-là, on déclare A2 comme char, puis on l'initialise. Et on a ici A3, on la déclare comme float, etc. Et on affiche en utilisant la fonction cout. Bien sûr, cout, la valeur de la variable V1 est, la valeur de la variable V2 est, V3 est, V4 est. Et bien sûr, on trouve ici system pause. Alors, à quoi sert system pause? Tout simplement pour retarder l'exécution et jusqu'à ce qu'on regarde le résultat. Et lorsqu'on va cliquer sur des touches du clavier, on va sortir du programme. Maintenant, on va voir l'exécution de cet exercice dans Dev C++. Vous allez remarquer ici qu'on va faire premièrement la compilation. Donc, puisqu'il n'y a pas d'erreur ici, on va passer à l'exécution. Et comme vous voyez ici, vous allez trouver que vous avez ici les différents affichages avec les différentes valeurs. Et bien sûr, on va attendre ici jusqu'à ce qu'on termine. Et on sort du programme. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui déclare deux nombres réels et calcule et affiche leur division. Comme solution, on déclare deux variables de type float, x et y, et on fait leur division et on stocke les informations dans la variable division. Vous allez trouver ici qu'on affiche le message, la division est. En effet, on utilise dans cet exercice l'opérateur slash ou bien division. Vous allez trouver ici qu'on utilise toujours system pause, on utilise return exit success pour dire que l'exécution s'est portée de manière efficace. Maintenant, nous allons voir l'exécution de cet exercice dans DevCpp.
Comme vous remarquez ici, on a mis le programme dans DevCpp et on va voir son exécution. Tout d'abord, on compile. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'erreur. Puis on exécute. Bien sûr, on trouve ici la division E. Dans cet exercice, on va demander à l'utilisateur de taper 6 entiers et afficher leur moyenne. La contrainte de cet exercice, c'est que le programme ne devra utiliser que 2 variables. Vous avez remarqué ici qu'on a ici déclaré un seul entier et on a fait la somme, ou bien qui va venir après, qui va devenir la moyenne. Ça veut dire 2 variables, int et double. Et on va répéter l'option de saisie et on va faire ce qu'on appelle une opération incrémentative. C'est-à-dire, on va saisir le premier chiffre, puis on va utiliser cin pour mettre la valeur dans S, c'est-à-dire A. Puis on va ressaisir le chiffre A, puis on va ajouter la nouvelle valeur à l'ancienne valeur de S. Et on va répéter cette opération plusieurs fois, jusqu'à 6 fois. Et bien sûr, on va prendre le chiffre final qui est S et on va le diviser sur 6. Et on aura la moyenne des 6 chiffres qui sont saisis. Maintenant, on va voir l'exécution de cet exercice. On compile. Puisqu'il n'y a pas d'erreur de compilation, on l'exécute. Bien sûr, on saisit les chiffres de manière répétitive. Troisième chiffre, quatrième chiffre, cinquième, sixième. Et on regarde ici la moyenne des 6 chiffres saisis. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur la largeur et la longueur d'un champ, et puis afficher le périmètre et la surface de ce dernier. Dans la solution, en général, vous regardez ici que vous demandez à l'utilisateur de taper la largeur du champ, et bien sûr vous demandez la longueur du champ. Et après, on fait les calculs, c'est-à-dire la surface est égale à la largeur fois la longueur, et le périmètre est égal à 2 fois la largeur plus la longueur. Et enfin, on affiche la surface et on affiche le périmètre. Si on regarde l'exécution de cet exercice, premièrement, on commence par la compilation. Puis, on va vers l'exécution. On prend par exemple la largeur comme 6 mètres par exemple, et la longueur 90 mètres. Donc, on a la surface et on a le périmètre. Maintenant, nous allons voir la série numéro 4, qui est consacrée pour les boucles et les structures de contrôle. Avant de commencer dans les exercices de cette série, à quoi servent les boucles et à quoi servent les structures de contrôle? Comme rappel, les boucles sont des opérations qui sont répétées de manière itérative un nombre de fois. On utilise la structure for, la structure while, la structure do while. Et les structures de contrôle sont des structures conditionnelles, c'est-à-dire qu'ils sont exécutées une seule fois. Et en général, il y a des conditions
pour que ces structures soient exécutées. En général, les structures les plus utilisées sont la structure if, ou bien if-else, ou bien switch. On verra premièrement l'exercice numéro 2, qui est écrire un programme qui permute et affiche les valeurs de trois variables A, B et C de type entier et qui sont entrées au clavier. C'est-à-dire on va entrer les valeurs de trois variables A, B et C de type entier et on va essayer de les permuter. C'est-à-dire A reçoit C, B reçoit A et A reçoit B. Donc on commence premièrement par utiliser la fonction de base qui est uStream. Aussi nous allons déclarer quatre variables A, B, C et D. Et dans A, B, C, nous connaissons les valeurs, ou bien dans l'utilisateur on va saisir les valeurs. Et là on va effectuer l'opération de permutation, c'est-à-dire on va prendre la valeur de A qu'on connaît déjà et on va la mettre dans la valeur de D qui est vide. Après on va écraser la valeur de A par B. Puis on va écraser la valeur de B par C. Et finalement, le C va recevoir la valeur de D, qui est en réalité la valeur de A. Et bien sûr, on va afficher le résultat. On va tester ce programme dans devcpp pour tester sa véracité. Premièrement, on commence par la compilation, puis l'exécution. Donc, puisqu'on a utilisé l'opération de cin qui permet d'entrer trois variables d'un seul coup, on va saisir trois variables d'un seul coup. Par exemple, 3, 1, 6, 7. Maintenant, nous allons voir l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, c'est un programme qui est supposé calculer la distance entre deux points dans l'espace qui ont les coordonnées, on va dire A, les points A et B, qui ont les coordonnées XA, YA pour le point A et XB, YB pour le point B. Ces valeurs, on va les saisir au clavier, puis on va calculer cette distance. Alors, vous avez un programme qui contient des erreurs et vous devez corriger ces erreurs. Donc, voici la correction qu'on va avoir ici. Donc, premièrement, on va trouver les parties qu'on a corrigées. Premièrement, on trouve include. Avant, il y était seulement YOS. Normalement, ça devrait être uStream parce que la bibliothèque YOS n'existe pas. Aussi, lorsqu'on va saisir les valeurs des coordonnées XA, YA, normalement, on va faire 2 strictement supérieurs pour véhiculer les informations qu'on va saisir vers in. La même chose avec XP, YP. Et à la fin, on trouve Cout, la distance entre A et B et T, etc. Mais on trouve que dans l'exemple, dans l'exercice que je vous ai donné avant, que 2 strictement inférieurs ne fonctionnent pas. Maintenant, on va voir est-ce que les corrections qu'on a effectuées sont correctes ou pas. Ou bien s'il reste d'autres erreurs qu'on doit corriger. Premièrement, donc voici le programme qu'on a corrigé. On compile. Vous allez trouver ici qu'il n'y a pas d'erreur. Puis on exécute. Tout d'abord, on saisit les coordonnées du point A. Après les coordonnées du point B. Et là, on a le calcul de la distance entre A et B.
Dans cet exercice, on nous demande d'afficher les entiers de 8 jusqu'à 23 en incluant le 8 et le 23 en utilisant la structure while. Comme le montre la correction, on trouve que tout d'abord, on initialise une variable. Dans cet exercice, i est égal à 8. Puis, on détermine le test d'arrêt qui est inférieur ou égal à 23. Et on affiche à chaque fois le chiffre tout en incrémentant le nombre. On va voir maintenant les corrections. Premièrement, on compile. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Puis on exécute. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui calcule x à la puissance n en utilisant la boucle for, avec x comme étant un réel. Dans la solution, on trouve qu'on déclare deux types de variables, int et float. Int, c'est pour les itérations, et float pour le résultat final. Premièrement, on initialise la variable p, qui sera notre résultat final, par 1. Puis, on entre n et x. n étant la puissance, x étant le chiffre de base. Après, on utilise la boucle for pour faire les multiplications de x fois xn, c'est-à-dire x à la puissance xn est égal x fois x n fois. À la fin, on affiche la puissance et on affiche le résultat final de P. Maintenant, on va voir l'exécution sur devcpp. Premièrement, on compile. Il n'y a pas d'erreur. Puis on exécute. On entre premièrement la valeur de la puissance. Puis on entre le chiffre qu'on veut calculer sa puissance, par exemple 2. Dans cet exercice, on vous demande d'écrire un programme qui permet de calculer l'équation de second degré ax au carré plus bx plus c égale à 0. Sachant que a, b et c sont des réels, tout d'abord, on saisit les valeurs a, b et c en utilisant cin, a, b, c. Puis, on calcule le delta. En fonction du chiffre delta, on détermine les solutions. Ou bien delta est strictement négatif, ou bien nul, ou bien au moins strictement supérieur à 0. Maintenant, vous allez remarquer ici qu'on a un if imbriqué, c'est-à-dire on a un if, après on ouvre le crochet, puis on le tape, on le ferme, puis on a un else, après on ouvre un if dans le else, et on a le deuxième else qui est dans le deuxième if. Et aussi vous allez voir qu'il y a la notion d'indentation, c'est-à-dire que cet espace qui est ici, inférieur à cet espace qui est ici, pour mieux rendre le code plus visible. Maintenant, on va voir le résultat. Premièrement, on compile. Bien sûr, il n'y a pas d'erreur. Et là, on saisit les chiffres A, B et C. Par exemple, je vais prendre 6, 8, 9. Maintenant, il nous dit qu'il n'y a pas de solution. Dans cette série, nous allons voir les chaînes de caractères et les tableaux. Et avant d'entamer les exercices de cette série, nous allons voir à quoi servent les chaînes de caractères et à quoi servent les tableaux. En effet, les chaînes de caractères sont des caractères qui forment une phrase, un nom,
de manière générale plus que 2 caractères. Et les tableaux sont des variables du même type qui sont groupées dans le même nom. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser par exemple 30 variables de type int, on peut faire un tableau de 30 éléments et on va donner des valeurs à chaque élément et ainsi on peut parcourir ou bien créer ou bien modifier ou bien faire des opérations sur ce tableau. On va voir l'exercice numéro 2 qui nous demande d'écrire une chaîne de caractères et on la compare avec bonjour. Si cette chaîne de caractères est égale à bonjour, alors on va afficher le message gagné. Sinon, on va afficher le message perdu. On trouve ici que on utilise deux bibliothèques, Ustream pour in, out, et les opérations de base, et string pour les opérations de chaîne de caractères. Alors, premièrement, on demande à l'utilisateur de nous donner la chaîne de caractères de son choix, puis on utilise la fonction strcmp pour comparer la chaîne de caractères avec bonjour. Si elle est égale à bonjour, on va afficher le message gagné. Sinon, on va afficher le message perdu. Maintenant, on va voir l'exécution de ce programme en devcpp. Premièrement, on compile le programme. Donc, on trouve qu'il n'y a pas d'erreur. Puis, on exécute le programme. On va écrire, par exemple, bonjour. Perdu. Pourquoi perdu? Parce que, normalement, bonjour avec laquelle on doit comparer, c'est en majuscule. Donc, on va refaire l'exécution. Gagné. Dans cet exercice, on vous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir des entiers et de les mettre dans un tableau qui porte le même nombre d'éléments. Le programme doit afficher le nombre d'entiers supérieur ou égal à 10. Premièrement, on déclare une constante n qui est égale à 10, puis on déclare un tableau de 10 éléments. Ainsi, on remplit ce tableau par 10 éléments. À chaque fois, on demande à l'utilisateur de saisir le nombre, et le nombre est automatiquement assigné à la position i du tableau. Bien sûr, vous remarquez ici qu'on commence le calcul à partir de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire n-1 plus 0, ça veut dire n éléments. Après, on fait le calcul du nombre d'éléments qui sont supérieurs à 10, en effectuant le test de chaque élément. Et à la fin, on affiche un message qui nous affiche le nombre d'éléments qui sont supérieurs à 10. Maintenant, on va voir l'exécution de ce programme. Premièrement, on fait la compilation. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va faire un test. Premièrement, 12, 2, 3. Maintenant, on saisit les éléments du tableau. Vous remarquez ici qu'on a 4 éléments qui sont strictement supérieurs à 10. 12, 78, 14 et 14. Au total 4 éléments, ce qui nous donne 4 éléments. Dans cet exercice, on demande à l'utilisateur de saisir des entiers dans un tableau, ainsi qu'un élément X. En fait, l'objectif est de rechercher cet élément X dans le tableau et de détecter s'il se trouve dans ce tableau ou non. Dans la solution, on trouve, premièrement, qu'on initialise le tableau par les éléments que l'utilisateur veut utiliser, et aussi l'élément que l'utilisateur veut rechercher. Et on utilise la boucle while
bien sûr, les conditions de la boucle while sont très significatives, c'est-à-dire tant que i est strictement inférieur à 10, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser le nombre d'éléments du tableau, c'est-à-dire 9, le 9e indice et le 10e élément. Et l'élément actuel n'est pas égal à x, c'est-à-dire qu'il y a deux conditions d'arrêt ici. Ou bien on va arriver à la fin du tableau, ou bien on va trouver l'élément. Dans l'un de ces deux cas, on va sortir de la boucle. Bien sûr, dans chaque itération, on va comparer la valeur du tableau avec l'élément qu'on cherche, et ainsi, on va dire si l'élément se trouve dans le tableau ou pas. Maintenant, on va voir l'exécution de ce programme. Premièrement, on compile le programme, puis on exécute. Bon, on va dire 3, 2, 5, 8, 7. Maintenant, on veut chercher l'élément 1. Alors, on va dire ici que la valeur x se trouve dans le tableau. Dans cet exercice, on va écrire un programme qui va initialiser un tableau avec une taille maximale de 50 composants. Bien sûr, on va entrer le nombre de valeurs de ce tableau en fonction du chiffre qu'on veut. Et l'objectif, c'est de calculer la somme des chiffres des éléments de tableau et calculer le maximum et le minimum du tableau. On va nommer T. Bien sûr, ici, on trouve que on déclare I, qui est l'itération, N, qui est le nombre d'éléments du tableau qu'on veut réellement entrer, somme, qui est la somme des éléments du tableau, le min et le max. Maintenant, on déclare un tableau avec 50 éléments maximum. Et après, on commence par saisir la valeur n, c'est-à-dire le nombre réel d'éléments qu'on veut utiliser. Après, on initialise une boucle dans laquelle on entre, c'est-à-dire l'utilisateur entre la valeur de chaque élément du tableau et calcule la somme. Et en même temps, on va supposer que tout simplement l'élément, le minimum et le maximum du tableau, c'est le même élément, puis on va essayer de calculer le minimum et le maximum en fonction de chaque chiffre. Après, on affiche la somme du tableau, le minimum du tableau et le maximum du tableau. Maintenant, on passe à l'exécution. On compile, donc ça s'exécute, puis on exécute. Maintenant, moi je veux entrer la valeur 10. Ça veut dire que je vais travailler avec 10 éléments du tableau. Je vais dire 3, 5, 6, 2, 1, 8, etc. Donc, le programme nous donne la somme des éléments du tableau 46, la valeur minimale c'est 0, la valeur maximale c'est 9. Dans cet exercice, on écrit un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 éléments dans un vecteur et de chercher la valeur d'une variable y si elle se trouve dans le vecteur ou pas. Premièrement, dans la solution, on trouve premièrement, on déclare le vecteur. Après, on fait une boucle for dans laquelle on initialise les valeurs du vecteur par les valeurs que l'utilisateur va saisir.
Vous remarquez ici qu'on utilise la fonction pushback, c'est-à-dire le nom du vecteur plus point pushback. Et après, on saisit la valeur qu'on veut rechercher dans ce vecteur. Et après, il y a bien sûr la boucle while, dans laquelle il y a la première condition c'est-à-dire on va arriver à la fin du vecteur, ou bien on va trouver la valeur dans le vecteur. Ainsi, on va trouver que l'élément va être affiché s'il se trouve ou bien s'il ne se trouve pas dans le vecteur. Alors, premièrement, on compile. Avant d'exécuter, vous allez remarquer ici que vous compare avec le nom du vecteur .at, c'est-à-dire on accède à la valeur d'un indice dans le vecteur grâce à la fonction prédéfinie add. Entre parenthèses, i est l'indice du vecteur.